France O. Bienvenue dans toutes les France. Alors que le chômage augmente et que la France fait face à une crise économique et financière globale, des initiatives audacieuses et pas forcément liées au champ politique permettent la formation et la création d'emplois. Et nous en parlons aujourd'hui dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Carole Da Silva, vous êtes fondatrice et directrice de l'AFIP, qui est l'agence pour favoriser l'insertion professionnelle. Et vous avez organisé récemment un colloque, une grande conférence pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes issus des minorités visibles, et vous allez nous en parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. À vos côtés, Rodolphe Pedro, alors qu'on ne présente plus, vous êtes vraiment partout. Vous avez fondé et vous présidez la CFCI, qui est une entreprise de conseil en investissement, entreprise évidemment financière. Vous avez fondé l'Université de la Finance, qui est une initiative récente dont vous allez nous parler, et vous êtes à l'initiative d'un projet pour créer 10 000 emplois dans ce secteur, et vous nous en parlez dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter, Ahmed. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Karim Bouamrane, qui est, lui, maire adjoint de la ville de Saint-Ouen, chargé des affaires économiques, en plus d'être également dans le domaine privé, dirigeant d'entreprise. Merci Karim Bouamrane d'être avec nous. Merci Ahmed. Et puis à vos côtés, un nouveau venu dans Toutes les France, monsieur Stéphane Metterfi. Vous dirigez une association qui s'appelle Débarquement Jeunes, qui est, je crois, installée à Rouen. À Rouen, oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous. Alors, revenons un peu sur la situation globale. On parle beaucoup de chômage en ce moment, 45 000 emplois qui auraient été perdus ce mois-ci, une certaine morosité, un certain pessimisme, et pourtant, vous continuez à vous battre, à dire la crise n'est pas une fatalité, on peut continuer à créer des emplois, on peut continuer à former des jeunes. Rodolphe Pedro. Oui, mais écoutez, moi je pense que la crise, elle aura au moins le moyen de nous faire réagir, parce qu'il faut réagir, on se doit aujourd'hui, mais dans la réaction, dans le combat, je crois qu'il doit être véritablement citoyen. Et l'idée, pour moi, a toujours été de démontrer que finalement, ceux qui nous ont mis où on est aujourd'hui, finalement les grands penseurs qui nous ont mis dans cette crise, qui est une crise terrible, on peut aujourd'hui chercher d'autres solutions, peut-être des solutions plus simples, avec des gens plus simples. C'est ce que j'essaye de faire en alliant deux extrêmes, finalement, qui étaient soi-disant pas faits pour se rencontrer, les quartiers et la finance. Ouais. Et vous allez voir que ça fonctionne, parce que c'est ce que j'ai dupliqué, moi, c'est ce que j'ai fait au sein de ma compagnie depuis 13 ans aujourd'hui. Karim Bouamrane, le regard sur la crise actuelle et les possibilités dans Plusieurs choses. La première, c'est qu'on arrive dans une situation hors norme. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, 45 000 emplois détruits en décembre. Pour vous donner un ordre d'idée, en 92, au top de la crise financière économique, c'était en moyenne 20 000 emplois perdus. Donc là, on a 45 000. Et on n'est pas encore rentré dans le dur de la crise. Ouais. On est approximativement sur 40-50% d'emplois arrêtés qui émaneraient des CDD. Donc, on va rentrer dans une période sans précédent en termes de crise. Les plans appropriés sont insuffisants. On l'a bien vu, 26 milliards, dont 6 milliards en soi de liquidités dédiés à l'offre, un plan extrêmement insuffisant, pas coordonné au niveau européen. Donc les répercussions sociales, économiques à attendre qui vont être relativement marginales. Donc ça c'est le second point. Ensuite, en termes de justice, un plan qui est totalement injuste. Les banques n'ont pas joué leur rôle au niveau des entreprises, au niveau des particuliers et au niveau des collectivités territoriales. Et c'est là où c'est des pistes extrêmement intéressantes, extrêmement stratégiques au niveau de l'emploi, et on aura l'occasion d'en reparler. Carole Da Silva, vous avez des échos sur le plan de votre agence depuis le début de cette crise. Vous êtes sollicité pour la formation, pour l'orientation de certains jeunes? Oui, on est de plus en plus sollicité par des jeunes qui, en effet, sont à la quête de nouvelles solutions. Et, mais contrairement à ce qu'on peut voir au niveau national, c'est que ces jeunes sont, d'une part, réfléchissent par exemple sur la mobilité, se demandent si ça ne fonctionne pas en France, je veux bien aller faire une expérience ailleurs. Oui. Et maintenant, ça devient des réflexions de couple. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on avait la mobilité concernait plutôt des jeunes qui étaient plutôt célibataires. Là, c'est des réflexions qui
sont des réflexions de ménage, de famille, de dire si ça ne fonctionne pas ici, on va aller voir ailleurs. Aussi le questionnement par rapport au pays d'origine, de dire c'est le moment plus que jamais d'avoir des actions en direction de nos pays d'origine parce qu'on pourrait constituer un levier fort, notamment pour l'Afrique. Avec une expertise, une connaissance qui est souvent sous-exploitée d'ailleurs. Tout à fait. Et dans ces conditions, sur la base de mon expertise, je peux être un atout pour le continent. Et nous, ce qu'on peut constater, c'est que la crise, en effet, a un moyen pour éveiller, et je suis assez d'accord avec vous, Rodolphe, de dire c'est un moyen pour éveiller justement les personnes qui étaient plutôt endormies ou que les systèmes avaient laissé croire qu'elles s'occupaient de tout et que finalement, le système ne s'occupe pas de grand-chose et surtout, elle est plus du tout en phase avec la réalité. Stéphane Metterfey, à votre manière, vous tentez de construire des passerelles aussi entre les quartiers et puis le reste de la population. Comment vous faites? Je pense que déjà, nous, par rapport à la crise, en fait, ce qui se passe, c'est que les publics qu'on rencontre, les jeunes qui viennent à l'association ou qu'on aiguille, eux, pour certains, ils sont en crise permanente. Oui. C'est pas nouveau la crise pour eux. Oui. Aujourd'hui, à se voir, mais certains, ils se réveillent, les gars, là. Oui. Mais en fait, comme vient de le dire, comme ça vient d'être dit, la conscience vient d'être prise au niveau des décideurs. Parce que nous, les publics qu'on rencontre, c'est des publics en difficulté. Ils ont toujours eu un problème de crise. Une crise d'identité, une crise d'appartement, une crise... Donc, cette crise, elle existe constamment dans le quotidien. Sauf qu'on ressent quand même un peu plus, entre guillemets, d'agressivité, d'envie, et peut-être que ça va réveiller vraiment la conscience pour s'en sortir une bonne fois pour toutes. Oui, mais alors, au-delà du constat de la crise que vous faites depuis des années, vous, qu'est-ce que vous faites pour essayer de la tempérer? Ah, nous? Oui. Déjà, c'est de maintenir le lien social, parce que je pense qu'il n'y a pas pire que de laisser chacun dans son coin. Il n'y a pas pire. Là, il faut plutôt rassembler, c'est ce qu'on fait. Des couscous citoyens, des grosses opérations de Noël. Enfin, voilà, on essaye de vivre la crise ensemble dans un bon état d'esprit, parce qu'on est tous dans le même bateau. Soyons heureux pendant la crise, alors. Faisons la fête pendant la crise. Il n'y a pas le choix. Il y en a d'autres, pour eux, c'est même plus la crise, c'est logique. D'accord. Il y a un élément également que je voulais apporter, c'est sur le rôle des investissements publics, notamment sur la politique de relance qui a été votée la semaine dernière par le Parlement. Un chiffre extrêmement important, 75% des investissements publics sont générés par les collectivités territoriales, qui elles-mêmes représentent 30% de la population active. Or, aujourd'hui, les ressources financières... Vous voulez dire que les collectivités territoriales emploient 30% de la population active? Absolument, 30% de la population active. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les marges de manœuvre des collectivités territoriales, elles sont de plus en plus limitées. Pourquoi? Parce que les dotations globales de financement, c'est-à-dire en gros ce que l'État donne de l'argent chaque année à toutes les communes, sur des critères démographiques, sociologiques, sont de plus en plus limitées. Or, on demande aux communes de jouer leur rôle en termes d'employeurs, en termes de services publics, en termes de cohésion sociale, mais ces collectivités territoriales ont de moins en moins de marge de manœuvre financière. D'autant plus, avec la crise financière, ces marges de manœuvre sont exacerbées. Alors ensuite, ce que vous venez de décrire, Stéphane, très justement, le lien social avec un public de plus en plus difficilement employable, on a, en plus de cette crise, un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. La demande, tout à fait. Et ça peut même se ressentir, même au niveau des diplômés, puisque moi, la FIB s'occupe des publics de cadres qui ressentent vraiment cette injustice sociale dont vous parliez tout à l'heure, comme quelque chose qui est subi. Et sur lequel ils estiment que de toutes les manières, les actions mises en place au niveau national, au plus haut niveau de l'État, ne tiennent pas compte de leur réalité. Et c'est vrai qu'il y a il y a un fossé qui se crée de plus en plus entre la réalité des personnes concernées, la mise en place des politiques publiques et les résultats qui ne se font absolument pas ressentir et surtout n'est pas perçu comme une action mise en place en leur direction pour pouvoir répondre à leur souffrance. Rodolphe Pedro, vous vous êtes dit, finalement, il faut, à partir d'initiatives privées, donner à penser à l'État, finalement pousser l'État dans ses retranchements, dire voilà, moi j'ai une initiative, j'ai une action, aidez-nous un petit peu, puisque vous semblez être un petit peu à court d'idées. Alors comment ça s'est passé? Vous avez commencé dans le domaine de la finance, vous avez employé sans distinction de diplôme ou d'origine ou d'aire géographique beaucoup de jeunes, et vous les avez formés au métier de la finance.
Alors écoutez, j'ai pas la prétention d'avoir apporté quelque chose à l'État ou autre. Vous savez, moi j'ai 37 ans cette année. La crise dans les quartiers, ça fait 30 ans que ça dure. Moi j'ai fondé ma première société, j'avais 16-17 ans. La crise, je ne connais que ça. Ça n'a pas forcément marché à cet âge-là, il faut juste le rappeler. Je me suis enrichi d'expérience. Oui. Vous savez, se casser la figure à 20 ans, c'est pas un échec, c'est une expérience. Je rejoins ce que dit Stéphane très justement. La crise, ça a été notre quotidien, toute notre vie, toute notre enfance, toute notre jeunesse. C'est marrant qu'aujourd'hui on parle de crise. Je ne parle pas de la crise financière, hein, qui est une crise de cupidité, parce que c'est ça, la crise financière. D'abord, je parle de cette crise sociale dont on découvre, ou que certaines instances, ou que certains politiques ou autres découvrent. C'est le quotidien, c'est notre quotidien, ça a été mon quotidien depuis tout temps. Alors c'est évident que moi, sortant de là, j'ai fonctionné différemment. J'ai toujours donné la possibilité à des jeunes issus de tous milieux sociaux de pouvoir accéder au métier qui était le mien, celui que j'ai créé, celui de la finance. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas arrêté aux 100 emplois que j'ai créés depuis 10 ans au sein de ma compagnie. Ma compagnie, c'est une chose. Je mets à disposition mon expérience au sein de l'Université de la Finance. L'Université de la Finance, c'est vraiment un projet que je porte et qui est le projet de ma vie, l'Université de la Finance. L'Université de la Finance, c'est une université nomade, c'est pas une université en dur, c'est un dispositif de formation qu'on peut détacher, qu'on peut donner dans chaque quartier en France. C'est amener des jeunes non diplômés, parce que je rejoins ce que dit Carole sur son constat sur les diplômés. Imaginez-vous les gamins qui sont non diplômés. Alors là, c'est fini, qu'est-ce qu'on en fait de cela? On les tue? On en fait quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je peux en faire. Je peux aujourd'hui former des gamins non diplômés à un métier qui est celui du démarcheur financier, qui est un métier non sclérosé. On a besoin de bras dans le métier de la finance pour aller vendre des produits d'épargne. Alors c'est marrant qu'en pleine crise financière, vous formiez des jeunes au métier de la finance. Parce que c'est pas le même métier, vous savez, Ahmed. Le métier que je fais et que j'ai toujours fait, c'est celui de vendre des épargnes ou des placements à capital garanti. Le métier qui a été fait et le métier pour lequel on est aujourd'hui dans cette crise. À cause duquel, à cause de cette crise financière, c'est le métier de gens cupides qui ont toujours cherché à gagner plus. À spéculer, donc. À spéculer. Vous savez la différence entre un type comme moi, un financier comme moi qui fait du capital garanti, et un financier qui lui fait de la bourse, du subprime ou autre? Ben, la différence, elle est très simple. C'est 3,5 fois de rémunération de plus pour lui que pour moi. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, quand on parle de diversité dans les grandes écoles, etc., et franchement, quand on parle je rappelle à ce que le président de la République, et je crois beaucoup à ce qu'il nous a promis, et on n'est pas le seul à en croire, parce qu'aujourd'hui, il faut une réaction. Le président de la République nous a dit, lors de son discours à Sartrouville, il nous a dit, moi, je suis prêt à donner une formation à chaque jeune qui est prêt à se lever tôt le matin. Je peux vous dire que mes gamins sont prêts à pas se coucher pour travailler. L'Université de la Finance, c'est amener des jeunes non diplômés, de quartiers sensibles et de zones rurales aussi, parce qu'il faut pas oublier, défavorisés au métier de la finance, au métier de démarcheur financier. C'est ça. Alors vous allez nous donner plus de détails tout à l'heure, notamment comment être formé pour ceux qui s'y intéressent et qui nous regardent. Karim Bouamrane, sur ce type d'initiative, quel est votre avis? Non, je peux que saluer ce type d'initiative. Mais la question, pour rebondir sur l'intervention de Nicolas Sarkozy, sur la question de diversité, mais plus globalement, parce que le but, c'est pas de se focaliser sur la question de diversité, c'est surtout un problème d'emploi et d'employabilité. Quand je parle d'employabilité, pardonnez-moi de ce barbarisme, c'est formation, aptitude A. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque vous regardez certaines villes... Adéquation entre l'offre et la demande. Absolument, adéquation entre l'offre et la demande. On a un problème de transport. Certaines villes. Donc, quand vous regardez, aujourd'hui, dans cette ville du 93, la ligne 13, pour ne citer qu'elle, pardonnez-moi de ce parisianisme, c'est un critère discriminant. C'est-à-dire que lorsque vous habitez en dehors des pôles urbanisés, économisés, c'est impossible de trouver un emploi, ou en tout cas, c'est un facteur discriminant. Donc, quid sur cette question-là du plan de relance? Néant. Donc, on peut avoir la meilleure formation lorsqu'on habite en zone 5, zone 6, on a un facteur discriminant pour pouvoir intégrer les grosses sociétés dont les principaux sièges se trouvent soit à la Défense, soit intramuros. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, quelles mesures incitatives, sérieuses, concrètes, favorisent les entreprises, les grands groupes, à pouvoir s'installer dans ces quartiers avec une clause de mieux-disance sociale pour pouvoir embaucher local en tenant compte des spécificités locales? Ça, c'est un véritable problème. Et là, malheureusement, les politiques sont un petit peu à la traîne. Ensuite, et j'en terminerai là, le point concernant le logement. Vous savez très bien qu'il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui a été lancée il y a plusieurs années, qui impose un minimum de 20% de logements sociaux. Il y a un adage très connu qui est le suivant: lorsque le logement va, tout va. Actuellement, rien ne va. Donc, politique de relance à travers le logement pour pouvoir, d'une part, relancer l'emploi,
l'offre locale et surtout régler un problème social fondamental qui est le logement. Rodolphe Pedro. Oui, pour revenir sur ce que Karim dit, je suis d'accord avec l'analyse des quartiers, c'est sclérosé, les transports, etc. Moi, j'ai voulu... Vous savez, moi, je suis un homme d'action. Je ne suis pas un politique, je suis pas un... J'ai réagi... Ça veut dire que les hommes politiques ne sont pas des hommes d'action. On pense en abstention, on a dit en homme de pensée, nous. Je sais pas, vous en connaissez beaucoup? Non, mais Vous en connaissez beaucoup? c'est ce que vous semblez dire. Donc. Bah oui, c'est pour ça que je vous demande, vous en connaissez beaucoup? Chez les hommes politiques, les hommes d'action? Je pose des questions, moi. Oui, mais je vous dis, regardez dans l'état où on est. Il faudrait peut-être aujourd'hui qu'on essaie de... Vous en avez rencontré quelques-uns récemment, vous pouvez nous le dire. J'en ai rencontré beaucoup, Ahmed, récemment. J'ai eu beaucoup de propositions, j'ai eu beaucoup de promesses. Maintenant, on attend, parce que Rodolphe Pedro, il va pas pouvoir tout faire non plus. Mais il y a une chose que j'ai analysée, simplement, pour revenir à ce que Karim disait. Moi, j'essaye d'amener le boulot au sein du quartier. Parce que forcément, il y a des problèmes. Et je m'attaque à deux problématiques. Je m'attaque à la problématique de l'emploi, à travers cette formation que je vais donner. Mais cet emploi, qu'est-ce que c'est? Je m'attaque à la problématique des retraites dans ces quartiers. Ces gens n'ont pas ou peu cotisé pour leur retraite. Ça, c'est quelque chose de clair. Ils vont avoir le minimum légal au moment de leur retraite. Donc moi, je vais à l'éducation. Sur l'éducation de la retraite par capitalisation. On peut aujourd'hui éduquer ces gens à dire il faut mettre un peu à plat, il faut épargner pour toucher quelque chose en plus de votre retraite légale. Mais cette épargne-là, cette épargne qu'on peut mettre, n'existe déjà pas. C'est ce qu'on appelle l'épargne, l'épargne, la micro-épargne, etc. N'existe pas. Aujourd'hui, les seuls contrats d'épargne en France, c'est à partir de 100 € ou autre. Donc je suis allé voir une grande compagnie française d'assurance en leur disant créez-moi déjà une épargne à partir de 30 € pour qu'on puisse la faire accéder à tous. Mais qui va aller vendre ces produits d'épargne dans ces quartiers? C'est forcément des gens issus de leur quartier qui hier avaient un problème pour trouver un boulot en sortant du quartier pour toutes les raisons que tu viens de nommer. Le logement, sortir du quartier, le code du quartier, le langage, etc. Mais cet inconvénient hier devient un avantage demain avec des jeunes qui pourront, après avoir accédé à une formation qu'on va donner, accéder à un métier de démarcheur financier pour aller vendre des produits d'épargne populaire dans ces quartiers. Oui, mais attendez, parce que là, vous êtes en train de dire qu'ils ont des handicaps, vous les transformez en atouts, mais en même temps, l'aire géographique dans laquelle ils peuvent travailler, en tout cas les gens avec lesquels ils peuvent communiquer, sont aussi circonscrits dans un... Je vais vous donner un chiffre tout simple. Non, mais c'était une question un peu critique. J'entends, mais je vais vous répondre par un chiffre tout simple. 6 milliards d'euros, chaque année, sont transférés de nos quartiers français au bled. Si je prends toutes les communautés portugaises, africaines ou autres, on arrive à 8 milliards d'euros par année. Tout cet argent, c'est de l'argent qu'on n'arrive pas à capter, nous financiers ou le secteur des banques. C'est ce qu'on appelle le commerce ethnique, etc. Ils n'arrivent pas à le capter. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on est dans un système de travail où il y a besoin de bras. Allons chercher ces jeunes qui sont pleins de dynamisme pour les amener à un métier qui est valorisant, celui de conseiller financier, pour que demain, après la formation, qui sera d'abord pratique et un peu théorique, parce que le tout, c'est pas de ramener des gamins non diplômés sur le banc de l'école, après, il y aura un tremplin qui se fera naturellement pour aller postuler ou dans le réseau des banques, ou dans le réseau des assureurs, ou dans le réseau des conseillers en gestion de patrimoine que je représente. Mais la dernière chose, ça c'était le projet à la base, que je développe aujourd'hui avec différents ministres, que j'ai proposé à différents ministres. Moi je vais au-delà, je dis que l'université de la finance, demain, peut aussi devenir une agence de placement. C'est ce que je fais, et c'est ce que je fais avec Stéphane, on s'attaille là-dessus, à travailler là-dessus, de rencontrer les grands acteurs financiers, et de leur dire, donnez-moi un coup de main, venez employer mes gamins à la fin ou pendant la formation au même titre, Ahmed, que ces grandes écoles comme l'ENA, etc. Alors que les types ils n'ont pas la même formation quand même. Mais oui, mais il y a du boulot. La masse est complémentaire à l'élite. C'est pas forcément que l'élite en France. On a aussi de la masse qui peut être complémentaire à l'élite. Alors Stéphane va nous dire ce qu'il dit à ces grandes entreprises, en tout cas leurs responsables lors de ces rencontres. Mais Carole da Silva, vous disiez tout à l'heure que les jeunes avaient plutôt envie de partir, notamment ceux d'origine étrangère, revenir un peu au pays à cause de la crise. Et là, Rodolphe Pedro semble dire le contraire. Il dit finalement qu'ils ont des atouts et qu'il y a beaucoup de gens qui leur ressemblent, avec lesquels ils peuvent travailler. Je crois qu'il y a deux choses. Moi, je suis toujours très réticente à l'envie d'encore plus stéréotyper les publics. C'est-à-dire, je pars du principe que
le quartier ne doit pas être fermé. C'est-à-dire, on doit pouvoir, au contraire, pour moi, c'est l'ouvrir. Au contraire, c'est donner la possibilité, élargir le maximum le champ du possible, c'est-à-dire rendre le rêve à tout jeune, quel que soit son niveau, quelle que soit son origine, quelle que soit sa formation, l'envie d'aller au bout de ses rêves. Et moi, je suis toujours très méfiante quand on ramène tout sur le quartier. Certes, il faut mettre en place des actions sur les quartiers parce qu'en effet, il y a énormément de problèmes d'infrastructures, de logements, ainsi de suite. Mais je suis absolument contre, par exemple, le fait de se dire je ramène le travail au sein du quartier parce que dans ces conditions, le jeune, il reste au sein de son quartier. La même chose est vis-à-vis des partenaires financiers que c'est très confortable de se dire ils sont dans les quartiers, j'ai fait ma bonne action, j'ai emmené quelques boulots dans le quartier et finalement je maintiens on va dire les petits animaux dans le ghetto et ils n'en sortent pas et moi j'ai ma conscience extrêmement tranquille. Je pense qu'on est dans un moment où il faut que la France elle prenne conscience. Non, et attends, je finis. Non, mais je suis absolument non, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne action, mais attention à ne pas arranger encore plus l'ensemble des politiques que pour l'instant c'est très arrangeant parce qu'on ne veut pas voir l'évolution de notre société. On ne veut pas voir les difficultés telles qu'elles sont. Et c'est très confortable aujourd'hui de dire une fois que nous avons maintenu ces jeunes dans les quartiers, on a résolu la question de difficultés de cohésion sociale à laquelle on est en train de faire face. C'est très très grave enfin, je parle pas de ton action, un petit peu. Mais je trouve que c'est fondamental. Je conforte tout à fait ce que Carole dit, et elle a entièrement raison, mais il faut bouffer au quotidien. Il faut un boulot, il faut s'en sortir. Et le boulot qu'on leur propose... Non mais vous-même, Rodolphe Pedro, vous dites que vous voulez créer aussi des perspectives d'avenir. Bien sûr. Alors, donc, restez dans cette logique, puisque vous dites un boulot au quotidien, c'est pas un boulot ponctuel, précaire que vous proposez. Vous proposez bien une carrière. Or, cette carrière, pour aller dans le sens de Carole Da Silva, doit évoluer, sortir. Parce que là, vous dites, ils vont travailler avec les gens qui leur ressemblent, qui transfèrent leur argent au bled, et puis on va prendre cet argent, ils vont l'épargner. Pendant une phase de formation. Pendant une phase de formation. Ce que j'essaye de dire, c'est déjà, moi je m'attaque à un public qui n'est pas diplômé. Un public qui vient de loin et qui est en échec scolaire, échec social, échec de tout. Donc c'est à ça que je m'attaque. Alors il y a deux choses pour ces gamins-là. Ou on les met en prison, ce qui est souvent fait aujourd'hui, où on leur donne un emploi avec un... C'est pas parce qu'on n'est pas formé qu'on doit aller en prison aussi, il faut pas mais non, mais il faut quand même pas déconner. Non, il faut pas caricaturer non plus, Rodolphe. Attendez, je crois que j'ai écrit un livre là-dessus, c'est ma vie, je sors d'un quartier, je crois que je suis transparent par où je suis passé et ce que j'ai fait. Non, mais je veux dire, juste, il faut pas dire que quand on n'est pas formé, on va en prison. Il n'y a pas beaucoup de perspectives quand on n'est pas formé. Il n'y a pas beaucoup de perspectives, mais c'est pas forcément la prison quand même. C'est pas forcément la prison. Mais aussi, on a tendance à aujourd'hui pénaliser absolument tout et tout le temps. Et forcément, quand on pénalise tout et tout le temps, on finit en prison. C'est ça, le pénal. Bon, c'est ça le pénal. Alors je vais finir. Il va terminer, puis je vous donne la parole jusqu'au bout. Moi, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de leur donner un boulot qui est autre qu'un gyrophare jaune sur la tête. Je veux dire, non, un boulot de grand frère, d'employé communal, etc. Moi, je veux donner un travail valorisant à ces jeunes. Ces jeunes sont pleins, mais plein de choses, de bonnes choses pour des sociétés comme la mienne et comme d'autres sociétés. Mais il y a une période de formation sur laquelle on doit travailler. Dans le fond, un gamin qui a quitté l'école, qui n'a pas de fonctionnement, de code pour arriver à trouver du boulot. Et cette formation-là, je préfère qu'on leur donne en interne parce qu'il y a du boulot. J'ai trouvé cette pépite de vente, de démarcheurs financiers pour que demain, il y ait un... En fait, vous distinguez la niche dont vous parlez, qui est une niche économique, de la nécessité de former les jeunes en perspective d'une évolution, d'ailleurs. Eh bien oui, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis un homme d'action. Moi, je suis dans l'action, la réflexion. Vous savez, aujourd'hui, on doit leur trouver un travail. On doit les former pour que demain, un tremplin naturel soit fait, pour qu'ils en sortent du quartier, effectivement, et qu'ils aillent postuler dans les banques, dans les compagnies d'assurance, etc. Moi, je ne parle que de ce que je sais faire. C'est mon métier. D'accord. Karim Bouamrane et Stéphane Metterfy. Plusieurs choses. Je pense qu'on est tous des hommes et des femmes d'action sur des secteurs de prédilection particuliers en travaillant sur l'emploi. Mais la question, moi, je la traiterai un petit peu différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle d'une entreprise, c'est de faire en sorte d'exacerber la ghettoisation au niveau du quartier? Personnellement, je vois les choses un peu différemment. Moi, je pense qu'une entreprise, il faut favoriser qu'une entreprise puisse venir dans les quartiers là où il y a un véritable problème de chômage, qu'elle joue son rôle citoyen, et l'entreprise, elle n'est pas philanthrope. Comment faire en sorte que, elle vienne s'installer dans ces quartiers? Donc, c'est les fameuses incitations fiscales qu'on évoquait au début de l'émission. Et le second problème, c'est ce que vous décriviez, effectivement, comment faire en sorte qu'on mette en adéquation des gens qui ne sont pas formés
et que l'entreprise assure à travers des notions de coaching, d'employabilité en lien avec l'éducation nationale, de formation, ça c'est le second point, et surtout sortir du, pardonnez-moi de l'anglicisme, du scope, du champ d'intervention local et régional. La finalité d'un jeune qui vient de Saint-Denis ou de Montreuil ou de Rouen, c'est pas de rester à Rouen. C'est s'il a une carrière au niveau de la finance, c'est de finir pourquoi pas à New York ou à la City ou à Londres ou à Chicago. Donc c'est augmenter le champ des possibles. Ensuite, ou place de la Bourse, ça aussi. Ou place de la Bourse, mais malheureusement, il n'y a plus rien maintenant. Les Brognards, tout a été glissé. Mais bon, effectivement. Marché à Paris. En revanche, il y a des manifestants pour les sans-papiers, donc à qui je rends hommage. Mais donc la question, elle est là. Ensuite, il y a les secteurs d'avenir. Alors effectivement, j'entends bien, la retraite, c'est un élément important, quartier, etc. C'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'un des enjeux, et c'est là aussi où l'État français est complètement en retard, et ça a été déficient dans le plan de relance, et je refais encore le triptyque État, région, ville, c'est la croissance verte. Aujourd'hui, comment faire en sorte qu'on puisse relancer les économies, toutes les entreprises, tous les business au niveau du pays sur l'écologie. Mais l'écologie, c'est pas simplement le côté on mange bio, la vie est belle, c'est pas ça. C'est qu'Obama, la semaine dernière, a voté un plan de 90 milliards sur 2 ans en projetant 500 000 emplois. C'est du concret. C'est en lien avec l'industrie, c'est en lien avec les services. Stéphane Metterfi. Non, moi, ce que je voulais dire, je voulais revenir un petit peu sur la proposition de Rodolphe. En fait, il y a plusieurs cas. On est d'accord. Faut pas que les mômes de quartier restent encore dans leur quartier, travaillent dans leur quartier pour rester dans leur quartier. Maintenant, il y a 3 choix. Il y a soit on parle et on fait rien, soit on laisse. Et ce qui est plus dangereux aujourd'hui pour la jeunesse, c'est l'oisiveté. C'est de rester là. Qu'est-ce que tu deviens? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Et c'est là qu'on se retrouve aux 30 secondes de ta vie où tu peux être perturbé, tu peux te retrouver dans un coup, dans une embrouille, dans une affaire, ou, entre guillemets, on vient te chercher, on commence à te former, on commence à te prendre en compte, te considérer. Parce que je crois que la jeunesse aujourd'hui a manque de considération. Bien sûr. Donc tu vas passer de ton costard cravate, de ton jean basket, à un costard et ta casquette, tu la mets à côté. Vous n'avez pas encore fait le passage, vous, encore. Ça vient. J'ai oublié. Ça vient. Non, moi, j'aime bien rester entre les deux. Mais moi, je pense que d'en prendre quelques-uns, de leur donner cette chance. C'est vrai que c'est pas de rester dans le quartier, mais c'est, ils vont se faire repérer. Je donne juste le parallèle par rapport à ce que Rodolphe propose. Je prends le parallèle des médiateurs. Médiateurs mal formés, bien formés. Il y en a qui ont été voués à l'échec, il y en a qui ont assuré. On appelle aussi les grands frères, des fois. Les grands frères, ça fait longtemps maintenant, les grands frères. Oui, mais enfin, visiblement, ça continue. Mais les médiateurs, il y a beaucoup de médiateurs aujourd'hui. Le fait d'avoir mis un pied dans l'emploi jeune, d'avoir été reconnu dans son quartier, même si après c'était dur de travailler dans ton quartier, tous les jours, tes potes, tes machins, et tu changes de responsabilité. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont fait repérer, qui sont rentrés dans une formation, qui ont eu un déclic, qui sont partis de leur quartier. Donc je pense que soit on les laisse galérer, soit on les occupe un petit peu intelligemment. Vous vous êtes fait repérer, vous, Stéphane Metterfi? Moi? Oui, vous êtes fait un petit peu repérer, vous aussi. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, Oui, racontez-nous un petit peu votre cas, alors, puisque... Moi, mon cas, c'est dans les années 90. Il semble emblématique. C'est des années 90, parce que... Vous avez été talent des cités en 2002, vous? Talent de cité, ouais. Un des plus jeunes talents de cité à l'époque, avec la première génération talent de cité. Moi, en 90, j'ai un de mes frères qui s'est fait buter en banlieue. Donc j'avais le choix de soit partir dans le négatif, soit d'essayer de construire. Donc évidemment, on ne savait pas parler, on tchatchait, on allait dans les bureaux, il y avait que 2 chaises, on venait à 15. Bon, on nous a, voilà, on voulait une salle, voir la mairie, tout ça. Donc, pourquoi faire? Pour faire au début, juste pour faire une fête, pour se retrouver entre nous, pour dire que la banlieue, elle existe autrement que par la violence, que par le côté négatif, parce qu'on avait marre qu'on parle de nous comme des KRA. Donc on l'a construit tout doucement, l'abbé Pierre m'a soutenu, parce qu'on m'a pas cru que l'abbé Pierre me soutenait, et c'est lui qui me parlait beaucoup de l'oisiveté, il faut les occuper, ces mots. Donc on a essayé d'occuper, et puis voilà, après je me suis fait repérer dans le parcours, et je suis resté responsable associatif, parce que c'était mon choix. Et puis j'ai ouvert plein de portes, on m'a aidé à ouvrir plein de portes. Et puis aujourd'hui, pour continuer, il n'y a pas de choix, c'est l'emploi. C'est l'emploi parce que c'est dur, et même le petit. Et d'ailleurs, tel point c'est compliqué. Quand les portes sont un petit peu ouvertes pour vous, et que vous alliez raconter que vous avez rencontré telle ou telle personne, on vous disait mais non, tu m'étonnes.
Oh, vous êtes bien informé, monsieur. Oui, oui, moi je suis toujours passé pour un mytho, moi. Oui. Donc j'avais toujours dans ma veste... Vous aviez un classeur avec les photos de voilà, vous voyez. Voilà. C'est ça. Oh, ouais. Oh, ouais. D'accord. Ouais, Regarde, j'ai rencontré un tel. Le propre maire m'avait pas cru que l'abbé Pierre nous avait ouvert la porte. Oui. Il m'a dit l'abbé Pierre... Ça fait partie des idées préconçues, je raconte ça, c'est évidemment un dessin. Ouais. C'est à quel point le regard sur vous est négatif. Alors j'allais chercher la photo avec l'abbé Pierre, j'allais chercher la photo avec Amzi Solar, avec Zidane, avec machin, parce qu'on me croyait pas. Oui. Vous me prenez pour un mytho, on me dit c'est pas possible, ils vous suivent pas. Oui. Donc on avait, oui, c'était notre passeport, c'était tous les appareils, toutes les... C'était quoi votre but, je veux dire, parce que là, Mon but, vous avez dit je suis allé à la mairie pour faire une fête. C'est quoi le but? C'est quoi le projet, comme disent... L'association débarquement jeune, le travail qu'on mène, en fait, c'est toujours de créer des liens, des passerelles entre la société, ce qui représente l'État, le système, donc police, mairie, relais 16-25, et des jeunes qui sont un peu plus perdus, parce qu'on se sent toujours rejeté. Et justement, alors, pour revenir à ce que disait Rodolphe Pedro, vous aviez envie de leur faire changer de monde. Vous dites, il faut que vous sortiez des quartiers, que vous alliez, c'est votre expression, chez les bourgeois. Tout à fait. C'est ce que vous disiez. Il faut aller là où ça se passe. Mais oui, mais alors, l'emploi se passe aussi là-bas. Bah oui, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit des grands chefs d'entreprise. Hein. De venir, on les fait venir dans le quartier. Carole de Silva, je donne la parole après. Je crois que ce qui est fondamental, qu'il faut rappeler, c'est le fait de ne pas subir le système. C'est le fait de donner la capacité à chacun de pouvoir être acteur de sa vie. Je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, quand vous prenez ça passe par l'indépendance financière, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir cette vocation d'être des conseillers financiers. Ça va être très bon. Ça va être vraiment des excellents conseillers financiers. Et d'autres qui, parce que vont se dire finalement c'est la seule possibilité qu'on m'a donnée, vont se limiter qu'à ça et vont subir. Nous, on a des fois des personnes qui viennent nous voir, qui subissent leur formation professionnelle. C'est-à-dire, ont été conseillés à un moment par telle personne, mais n'ont absolument pas pris en compte ni le centre d'intérêt, ni les besoins d'une marché de l'emploi, encore moins de perspectives. Arrive, la personne a une formation en contrôle de gestion, mais dans toute son attitude, rien ne vous fait penser au contrôle de gestion. Donc, bien évidemment, elle a les compétences techniques, mais n'a pas la personnalité qui va avec le métier. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez des personnes aussi qui sont en souffrance permanente, c'est-à-dire en souffrance parce que en quête de reconnaissance identitaire, en souffrance parce qu'en quête de reconnaissance professionnelle, en souffrance à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça, pour moi, ce qui est, et c'est très bien l'ensemble des actions que nous menons, c'est si on est tous ici, c'est justement parce qu'on a identifié des difficultés à chaque niveau et que pour moi, on est arrivé à un moment où toutes les actions sont complémentaires et surtout indispensables parce que le système est arrivé au bout de ce qu'il pouvait proposer. Karim Bouabrad. Pour revenir sur votre expérience, Stéphane, sur ce que vous évoquiez, l'abbé Pierre, il faut les occuper. Moi, je ne partage pas totalement ce que disait l'abbé Pierre, avec tout le respect que j'avais pour lui. La question, c'est pas d'occuper. On n'est pas dans un taux d'occupation des jeunes. On est dans quel profil de carrière, quelle perspective de carrière, quel projet de société et quels moyens l'État peut mettre en place pour justement amenuiser certaines inégalités en fonction des projets de chacune et chacun. Un exemple, la création d'entreprises. On sait très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient des quartiers, lorsqu'on a un bagage culturel, intellectuel, moins favorable que lorsqu'on vient des quartiers riches, il est plus difficile de créer sa société parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, c'est des us et coutumes, c'est des carnets d'adresses, c'est des réseaux. Donc là aussi, comment favoriser la création d'hôtels entreprises, de business centers dans des quartiers où justement on peut faciliter le coaching, le transfert de compétences. Ça, c'est un des premiers points. Et il y a aussi une cible qu'on n'a pas du tout évoquée et qui pâtit du chômage, c'est les seniors. Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 50 ans, diplômé ou pas diplômé, vous êtes mort. Vous êtes licencié, vous êtes mort. Vous êtes à la casse. Nous sommes en France dans un pays où on ne supporte pas l'inactivité d'une personne qui a plus de 50 ans. On est dans la culture du jeunisme. Exactement. On est aux États-Unis. Alors quand vous avez moins de 25 ans, vous n'avez aucune ressource, diplômé ou pas diplômé, c'est très difficile de s'intégrer socialement. Vous remarquerez que dans le plan de relance, les jeunes, moins de 25 ans, on ne les voit pas. Et les seniors, plus de 50 ans, lorsque vous venez, vous avez un projet, quelle que soit la qualité de votre projet, et là je le vois dans ma ville, c'est impossible d'avoir un crédit. Là aussi, quid du rôle des banques qu'elles devaient avoir depuis septembre-octobre, malgré l'apport des fameux milliards.
Bon, alors sur cette création la question de la création des entreprises, donc c'était le sujet en tout cas de votre colloque, le colloque qu'a organisé la FIP donc le 30 janvier dernier. Est-ce que vous êtes arrivé à des solutions, des conclusions par rapport à ce que dit Karim Tout à fait, parce qu'en fait, avant même de se lancer sur cette action, on a fait un rapport qui était sur l'entrepreneuriat des cadres issus de minorités visibles, de se dire pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas la création d'entreprises comme un moyen de contourner la discrimination. Et la crise. Et la crise. Et plusieurs, en tout cas plusieurs points sont apparus, qui avaient d'une part bien évidemment l'autocensure, qui avait la nécessité de former les accompagnants à la création d'entreprises qui avaient absolument des visions très stéréotypées selon la catégorie de population qu'ils avaient en face d'eux. C'est-à-dire, il y a une distinction entre quand c'est un homme maghrébin ou une femme maghrébine, quand c'est un homme noir ou une femme noire, quand c'est un homme asiatique ou une femme asiatique, selon l'âge. Et chacun avait des visions très stéréotypées sur ce public-là. D'où la nécessité pour moi de pouvoir former l'ensemble des personnes qui accompagnent, que ce soit en termes d'accès à l'emploi ou de création d'entreprise, parce que ces propres personnes ont déjà leurs stéréotypes et leurs a priori sur les populations. Ensuite, il y a la nécessité d'informer sur l'ensemble des dispositifs qui existent, parce que ça, aujourd'hui, il y a pléthore de dispositifs qui se rajoutent, qui s'accumulent, qui s'amassent, ainsi de suite, et personne ne sait finalement quels sont les bons tuyaux. Qu'au niveau des structures, qu'il y a énormément de structures qui se positionnent comme des structures faisant de l'accompagnement à la création d'entreprises et qu'il y en a trop. Moi, je serais partante. Donc, ce qui est ressorti, c'est d'une part qu'il faudrait faire prendre conscience aussi de la posture d'entrepreneur, parce que tout le monde n'est pas destiné à être absolument. Tout le monde ne va pas devenir du jour au lendemain chef d'entreprise. Il faut le rappeler. Et aussi, il faut mettre en place une forme de démarche qualité sur l'ensemble de ces dispositifs de manière à apporter de la transparence et l'accessibilité à l'information. D'accord. Je suis quand même curieux de savoir ce que dit Stéphane Metterfi pendant les rendez-vous que vous avez avec les chefs d'entreprise. Donc, je ne vais pas éluder la question, mais je voudrais revenir à Rodolphe Pedro et à cette université de la finance. Donc vous dites que c'est quelque chose d'itinérant, vous allez former les dispositif, jeunes, oui, là où ils se trouvent. Comment on y accède? Parce qu'on m'a reproché la dernière fois que je vous ai invité de ne pas donner assez d'informations pratiques pour que justement les jeunes qui sont intéressés par cette formation, par ces perspectives d'emploi, puissent y accéder. L'Université de la Finance est une université qui va former absolument toute personne, jeune ou vieux, parce que j'ai ouvert aussi aux seniors, le problème que Karim soulignait, c'est tout à fait vrai. Après 50 ans, vous êtes soi-disant, vous ne voulez plus rien. Et ce sont des métiers qui sont accessibles à cette catégorie de la population? C'est des métiers, moi je n'ai fait que dupliquer la méthodologie que j'ai appliquée au sein de ma compagnie. Ma compagnie, j'ai des gens qui sont non diplômés, de tous milieux sociaux, des anciens, des jeunes, des très anciens. Si on a envie, si on souhaite accéder à ce métier-là, avec du travail et de la formation, on y arrive et on gagne correctement sa vie parce que c'est un métier qui était un métier jeune finalement. D'accord, ça vous l'avez décrit. Maintenant, comment on arrive à ce dispositif? Vous savez, mon projet, moi, c'est de créer 10 000 emplois dans ce dispositif-là. D'accord. Donc vous êtes allé voir, entre autres, le ministre, le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez. Vous êtes allé voir Bernard Laporte. Oui, Fadel Amara. Je suis sport. Oui, je suis allé voir Bernard Laporte. On vous a promis quoi? Alors on m'a promis, on m'a écouté. On m'a dit que c'était quelque chose qui ne s'était pas fait. Ça, c'est politiquement correct, déjà, voilà. c'est bien. Vous savez, moi, je viens de naître dans cette démarche-là, si vous voulez. Moi, à la base, je ne suis qu'un petit chef d'entreprise qui a créé la sienne à 16 ans et qui a dû aller chercher et créer l'emploi dont il rêvait. Moi, la masse d'épargne que vous gérez, quand même, me semble-t-il, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Oui, donc ça commence à faire... C'est 13 ans de travail. Oui. Non, mais ce que vous dites, je suis qu'un petit chef d'entreprise, c'était juste pour qu'on mesure le... Mais je suis qu'un petit chef d'entreprise. Moi, je ne connais que le système D, la démerde, etc. Quand on fait des analyses, quand on fait des rapports, etc., pour moi, si vous voulez, ça ne me parle pas parce que mon quotidien, il n'a été que de trouver un emploi, faire une affaire pour pouvoir me nourrir. C'est ça, je veux dire. Bon. Donc, qu'est-ce que j'essaye Ça va, là, aujourd'hui, vous arrivez à vous nourrir? Alhamdoulilah. Bon, donc vous êtes à un autre stade. Et tant mieux. À un autre stade. J'essaie de renvoyer l'ascenseur. Comment les jeunes ou les moins jeunes vont pouvoir se former? Vous ne voulez pas répondre. Vous êtes dans le description. Ahmed, c'est pas que je ne veux pas répondre. La vérité, elle n'est pas là. C'est que s'ils veulent se former, etc., ils me passent un coup de fil et au sein de la CFCI... Mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ils ont essayé de vous joindre, ils n'y sont pas arrivés. Et j'ai reçu à peu près une dizaine de courriers électroniques là-dessus. J'ai reçu 1100 CV depuis une dernière mission télé que j'ai fait sur une autre chaîne. Je me suis engagé à recevoir tout le monde. On a sur ces 1100 CV déjà 100 personnes qui sont en formation chez nous. D'accord. Je voudrais, moi, arriver à faire du nombre. Sur quels critères vous les sélectionnez? Aucun critère. Bah oui, mais je les reçois.
Je les écoute. Vous me parlez de 1100 à 100. Il y a combien qui a de... Non, je les reçois. Oui. Et ceux qui veulent bosser avec moi, accéder à la formation, les portes sont ouvertes. Il y a des gens, comme disait très justement Carole, sont pas faits pour être dans l'entrepreneuriat, sont pas faits pour être à la commission, sont pas faits pour être dans ce métier. D'accord, donc vous ne regardez pas les CV, mais vous avez d'autres critères d'évaluation quand même. Parce que quand vous dites, je ne regarde pas les CV, je ne regarde pas les profils, vous avez d'autres critères qui peuvent, si on fait le parallèle, être des sortes de CV, mais que vous avez vous-même élaborés. Non, c'est la volonté. La volonté, si vous voulez bosser, les portes sont ouvertes. C'est une volonté. Mais ne dites pas que dès que vous dites je veux bosser, il y a tout, vous avez des critères liés à la présentation. Mais ça, c'est mon boulot de formateur, d'éduquer, de contrôler et d'amener à la réussite. Bien sûr que ça passe sur le look, ça passe sur les propos, etc. Pour revenir à ce que vous me dites, Rodolphe, comment on y accède. Il y a deux choses. Si aujourd'hui, on peut accéder à l'équipe que j'ai au sein de la CFCI, nous, on est présent sur 8 implantations des plus grosses villes françaises. La volonté, c'est que la CFCI soit présente demain dans les plus grandes villes françaises. Donc ça, c'est le développement interne de ma compagnie. Moi, je voudrais revenir à l'Université de la Finance. Mais pour arriver à créer l'Université de la Finance, il me faut de l'argent. Il est là le problème. Vous êtes allé voir les politiques, c'est encore ma question. Et je suis allé Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On m'a dit, on va vous débloquer de l'argent pour les 100 premiers emplois. Et si les 100 premiers emplois fonctionnent, on va en développer 1000 et 10 000 et 20 000, etc. on n'est pas sorti de l'auberge. Et j'ai toujours pas l'argent pour les 100 premiers emplois. Voilà. Donc si vous voulez bosser, vous venez bosser à la CFCI parce que malheureusement, je dépense mon temps à vouloir monter l'Université de la Finance et j'ai toujours pas d'argent que l'État m'a promis. Alors ça, c'est emblématique du politique, vous qui l'êtes un petit peu, Karim Bouamrane. La politique, c'est le frein à toutes les initiatives, visiblement. Non mais oui, dans son expérience, et oui, effectivement, dans la politique qu'on vit actuellement, parce que ce qui est désespérant, c'est que dans l'exemple qui vient d'être décrit par Rodolphe, c'est qu'il y a un transfert de charges entre la responsabilité que l'État, je suis pour l'équilibre entre le privé et le public, sauf que lorsque vous voyez que l'État... Vous en êtes un petit peu un exemple. J'essaye en tout cas, mais je m'y emploie. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque Rodolphe vient dans un quartier sur la cible qu'il vient de décrire, au niveau de la finance, au niveau d'une cible particulière, au bout d'un moment, les pouvoirs publics doivent l'aider pour pouvoir assurer ce transfert de charge, de résorber l'emploi à un instant T dans un lieu bien défini. Or, on voit bien que c'est la galère. Quand il est reçu par M. Wauquiez, comme par Mme Amara ou M. Laporte, il l'écoute, c'est très bien. Sauf que qu'est-ce qui lui dégage en termes de marge financière? Zéro. Quand vous regardez les crédits qui ont été alloués au niveau de la politique de la ville ces 15 dernières années, c'est qu'une juxtaposition d'outils avec aucune cohérence et aucune cohésion. Donc au bout d'un moment, effectivement, il y a des chefs d'entreprise comme Rodolphe qui, je dirais pas qu'ils se découragent, parce que heureusement qu'il a l'ANIA, qu'il croit en son projet. Mais au bout d'un moment, on a du mal à faire converger toutes les énergies positives en prenant appui sur un État fort qui se dit je veux résorber le chômage et mettre tous les moyens nécessaires. Bon, si on laisse l'État de côté, vous allez voir les entreprises, vous voulez leur demander de vous soutenir, qu'est-ce que vous leur dites, Stéphane Metterfi? Moi? Oui, parce qu'il paraît que vous êtes allé au même rendez-vous que... Ouais, mais moi je leur dis cash au chef d'entreprise. Dites-nous cash aussi ce que vous dites. Bah, la première des choses, c'est que il y a en dehors, la partie argent et tout, c'est plus le combat pour financer l'université, mais à un moment donné, il y a les compétences, il y a les réseaux, il y a des DRH dans ces grandes entreprises, et un truc qui est important, c'est de passer d'une expérience de quartier, d'une expérience locale, à une expérience d'étiquette d'une grande banque, d'étiquette d'une grande assurance. Vous avez rencontré des DRH? Oui, beaucoup. Quelle a été votre impression? Mon impression? Je pense qu'il commence à se bouger, parce qu'on parle beaucoup de diversité, les mentalités, on va dire, qui bougent. Est-ce que vous avez rencontré un DRH qui vous semblait appartenir à la dite diversité? Pas évident. Faut les trouver, faut les chercher. Faut les chercher. Mais je crois que quand on en chope un, moi ce qui m'intéresse le plus, à un moment donné, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que peuvent apporter les personnes là où ils sont, ou là où ils peuvent faire fonctionner les choses. Vous savez, un truc tout simple, hein, quand tu as un jeune qui monte un projet, que tu galères pour faire des photocopies, si à côté de toi la poste elle te prête, ou la caisse d'épargne, ou machin, bah, faire les photocopies de ton dossier, c'est toujours une subvention en moins demandée, c'est toujours moins de galère. C'est système D à l'ancienne, point. Moi, quand je vais voir des grands chefs d'entreprise, la première des choses, c'est de venir, pas que nous écouter, mais venir comprendre le problème. Enfin, ils le comprennent, attention, ils le comprennent. Mais des fois, ils nous oublient. Ils vous donnent de l'argent ou pas? Des fois, ils nous oublient. Non, moi, des fois, je demande même pas d'argent. Ah bon? Vous avez juste pour parler, vous? Non. C'est un peu comme pour le couscous et... Non, je leur donne juste un petit CV. Non, mais Stéphane, le problème... J'en dis, parce que moi, vous savez, c'est quoi mes slogans? C'est tout simplement positif ou on lâche rien. Donc, donnez-moi rien, déjà, on va pas le lâcher. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'est rien pour eux.
Oui, mais le problème. Donc donnez-moi rien. Non, mais Stéphane, le problème. Stéphane, il a raison, le nom, c'est tout ce qu'on a. Le nom, alors allons chercher Louis, mais il a raison. Mais excuse-moi, C'est pas évident, hein, il a raison. La base, c'est déjà ça, c'est que le type puisse faire ses photocopies, ça paraît aberrant. Mais c'est ça la base. La base au quotidien, quand je dis il faut manger, c'est déjà ça la base. Alors, Karim, le constat de Karim était très juste. Ce que tu as dit sur les politiques, etc., c'est très juste. Le seul truc qu'il y a, c'est que moi qui arrive dans ce milieu, franchement, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on dit la même chose. Et que gauche, droite, etc. Moi, ça me parle pas. Vous savez, gauche, droite, ça me parle pas. Moi, j'ai vu des hommes, et ces hommes-là, je leur ai dit, c'est vraiment la merde. Et c'est vraiment, c'est vraiment la merde. Croyez-moi, moi, j'y retourne. Je suis une passerelle comme Stéphane. C'est vraiment la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que vous avez comme idée? J'ai une idée toute simple. Je vous demande pas de créer un bâtiment. J'ai un dispositif qui peut se trimballer de quartier en quartier. On peut les amener à une formation qui est valorisante pour accéder à un métier qui est valorisant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin des contrats de professionnalisation. ils ont été votés pour que ces gamins aient au moins un fixe pendant la période de formation, qui dure 6 mois. Combien les contrats de professionnalisation, c'est entre 500 et 700 euros. Voilà. Si on veut que les gamins arrêtent de faire des conneries, qu'au moins si on les forme, qu'on leur donne un minimum de quoi vivre au mois. C'est quand même... La formation, elle dure 6 mois. Mais je dis, il me faut aussi un peu d'argent pour au moins payer les formateurs qu'on va amener dans ces quartiers. Rien du tout. Eh ben rien, de l'écoute. Je vais vous donner un exemple concret quand vous parlez... Et des petites vidéos sympas. Un exemple concret. Moi, j'ai été voir, je m'entends bien, et j'ai été voir, parce que bon, il y a ce qu'on dit, il y a l'action. Et moi, ce que j'aime, c'est le concret. J'ai été voir Claude Bébéar, qui est quand même un grand patron français. Moi, Claude Bébéar, il m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin de moi? À un moment donné, j'ai dit, écoutez, vous savez, juste le fait que vous nous recommandez pour être accueilli quelque part, ça change tout. Moi, je l'ai vu, me parrainer, prendre son téléphone, appeler. Parrainer pour faire quoi? Pour faire un projet de cinéma, un exemple. Ah, d'accord. Voilà, Canal+, il voulait pas de moi, par exemple, à la base. Maintenant, il veut bien de vous, maintenant? Claude Bébéar a appelé. Claude Bébéar a appelé, Canal+ veut bien de vous, maintenant? Comme par hasard, on est reçu déjà. Ah oui. Déjà, le principal, c'est d'être reçu. Après, c'est d'avoir des bonnes idées et d'aller au bout. Oui, bien sûr. Donc, déjà, on est reçu par les grands patrons. Les grands patrons, on leur vend notre projet. Et de là, on repart avec un contrat. D'accord. Donc, quand je parle de concret, voilà du concret. Sauf que une recommandation, un coup de téléphone. Donc, il y a pas rien. Le problème qu'il y a, c'est que non, c'est bien. J'ai vécu dans les quartiers extrêmement difficiles, etc., le 93 et tout ça. Donc, je connais bien tout ça. Et je milite depuis 30 ans là-dedans. À l'ancienne. C'est pas si vieux que ça quand même, Karim, il faut pas exagérer, 30 ans. Vous aviez quoi, 5 ans à l'époque? Non, j'ai vécu depuis 30 ans, c'est vrai. Très juste, je milite depuis 20 ans. D'accord, ok. Projection vers le temps un peu trop hâtive. Les spectateurs vous voient et ça va pas coller, 30 ans de militants. La pommade fait que, mais bon, je me suis un peu trop surestimé au niveau de ma cure de jouvence. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait depuis 30 ans qu'on n'avance pas sur ces questions-là. Et on ne peut plus faire du bricolage, on ne peut plus faire du coup par coup. Au bout d'un moment, lorsqu'on dit gauche-droite, effectivement, peut-être sur votre expérience, pour vous, il n'y avait aucune différence. Mais personnellement, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique, pour moi, il y a une différence. Il y a une différence entre celui qui dit lorsqu'on veut, on peut, et celui qui dit lorsqu'on veut, parfois on ne peut pas. Pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, et c'est à nous de lui donner les moyens pour qu'il avance. Et au bout d'un moment, moi je suis fatigué, moi, de M. Bébéar, avec tout le respect que j'ai pour lui. On n'est pas là pour quémander quoi que ce soit. On est là pour monter une structuration politique des villes et des communes, et même des communes rurales, pour faire en sorte que, à compétences égales, on puisse embaucher local. Égalité. Donc, égalité, l'égalité, c'est exactement ça. Et parce qu'en gros, vous avez été pistonné, là. Mais parce que M. Bébé, attendez, je termine. C'est même pas du piston, c'est pour moi, c'est du réseau, c'est une réalité. Justement. Mais M. Bébé, il va faire comment? Mais Karim, elle est très belle ton histoire. Elle est superbe ton histoire. C'est les 40 chefs d'entreprise du CAC 40 qui font la même. Il y aura peut-être 40 projets de sortie. D'accord. Il y en a 40 qui font la même. Ok, il y a 8% de chômeurs. Il va y avoir une explosion du chômage entre 2009 et 2010. Qu'est-ce qu'il va faire, M. Bébert? Il va se substituer à la NPE. Il va recevoir tous les jours des histoires comme la vôtre. Non, mais le problème, parce que là, l'exemple que vous donnez aux jeunes. Ça fait depuis 30 ans qu'on entend parler. Ils vont trouver une personnalité importante à appeler pour être recommandé. Moi, franchement, moi, je leur dis, allez, je vais vous donner un exemple. J'étais encore la dernière fois une formation avec des potes. Je dis, tu vas voir le monsieur là-bas, tu vas être sœur. Avec ma fondation, on aide les projets, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ça. J'ai dit, tu vas le voir, juste il descend du truc, au petit pot là, tu vas le voir, tu vas voir ce qu'il va te dire. Ah ben, je peux pas t'aider, tu vas aller voir les autres. Il a rien. Je dis, va le voir. Il a été le voir, il est venu me voir, il m'a dit exactement ce que tu m'as dit. Il a rien.
Il y a 2 minutes avant, il nous a chanté la messe avec la fondation et des milliards et des millions. Et 2 secondes après, je donne pas de nom, et 2 secondes après, il redescend, il nous dit j'ai rien. Je dis, va le revoir. Tu dis, monsieur, ne dites pas que vous avez rien. Donnez-moi un coup de téléphone à un de vos collègues, introduisez-moi, dites-moi clairement, recommandez-moi dans votre société, tu verras qu'il n'a pas rien, il a un coup de téléphone. Il l'a fait. Oui. Et le gamin, il a été reçu. Et son projet, comme par hasard, maintenant, il est rentré dans la moulinette de la fondation pour qu'il soit soutenu. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, quand je dis à l'ancienne, voilà, il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. Comment nos parents, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Non, mais probablement. Sauf que. Non, attention. Le salut, ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation. Ok. Il y a 55 quand je demande un coup de téléphone. Non, je parle pas de civisme, je parle d'éducation. Être éduqué, avoir la formation, avoir les diplômes, c'est comme ça qu'on avance. On est bien d'accord. Donc le problème, c'est que quand vous regardez les budgets, les politiques qui vous ont reçus, il y a 55 000 emplois qui vont sauter dans l'éducation nationale l'année prochaine. Ça veut dire quoi? On les fait pas sauter à Neuilly. On les fait pas sauter à Paris Intramuros. On les fait sauter dans des quartiers populaires, là où effectivement on a besoin d'évolution sociale et culturelle. Et donc, non mais attendez, non mais j'ai raison, mais justement, non mais c'est là le problème. C'est que un État fort, on a entendu ça sous d'autres régimes. Un État fort, l'État, il se substituera pas de tout, il fera pas tout l'État. C'est pas. Non, mais Carole Da Silva veut dire quelque chose, je vous donne la parole. Attendez, Carole Da Silva veut dire quelque chose. Elle termine juste, allez-y. Parce qu'il reste peu de temps. Pour moi, c'est le moment où il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Que ce soit le politique, que ce soit le jeune, que ce soit l'entreprise, chacun doit apporter sa part dans la construction commune de cette... C'est pas la responsabilité du gouvernement, l'éducation? Non, mais bien entendu, quand je dis chacun, mais en même temps, c'est l'éducation, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est aussi la responsabilité dans le contexte familial, c'est aussi la responsabilité de chacun de nous en tant que parents, c'est pas que la responsabilité de l'éducation, je pense qu'il y a aussi des parties que nous devons aussi assurer, il y a aussi des messages que nous devons envoyer aux générations futures, en leur rappelant aussi quelle est leur responsabilité. Je dis, moi je suis désolée, je ne veux pas aussi avoir une jeunesse d'assister à qui on apporte tout constamment et qui finalement ne reconnaît même pas la valeur de ce que vous lui apportez. Parce que, par exemple, le travail que Rodolphe est en train de proposer, quand les jeunes ne prennent pas conscience de la charge de travail que vous leur apportez, que vous allez faire des démarches, que vous allez rencontrer les politiques, que vous allez voir les entreprises, ainsi de suite, que finalement la personne, elle croit que c'est un dû, qu'elle ne se rend même pas compte que finalement, vous êtes en train de le faire. Parce que finalement, quand il sera conseiller financier, il ne vous verse pas 10% de son salaire, après tout. Finalement, ça va pour lui, ça va pour son environnement. Non mais après, mais ça aussi c'est très important de rappeler que c'est la responsabilité de chacun. Le discours de l'État fort, on a vu ça dans d'autres régimes. Donc vous avez abandonné vos démarches avec l'État. En même temps, juste pour finir que la question, juste pour finir aussi que la question du réseau, en effet, on est dans une société où malheureusement le réseau est vraiment une des clés. C'est-à-dire, et ça par contre, peut-être pas le coup par coup. Vous l'avez comment Justement, c'est ça la question. c'est aussi apprendre à chaque jeune à développer son réseau. On a dépassé le temps qui nous était apprendre à chaque jeune, pas forcément. Alors maintenant, je suis peut-être pas forcément sur le coup au coup par coup. Enfin, c'est pas mon approche. Ça fait 30 ans qu'on fait du coup par coup. En revanche, apprendre à chaque jeune à se structurer. La question du réseau, ça s'apprend. Développer son réseau, ça s'apprend. Merci beaucoup pour ce débat passionné et passionnant. Merci à Carole Da Silva, merci à Rodolphe Pedro. Vous souhaitons bonne chance pour l'Université de la Finance. Merci à Karim Bouamrane et merci à Stéphane Metterfi. Demain, un autre Toutes les France et bien sûr le débat continue sur le site internet de l'émission touteslesfrances.fr. Au revoir.